Chers amis, bonjour à tous et à toutes. On vous disait tenez bon en fin de session, on vous le dit maintenant également en tout début de session, d'autant plus qu'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il nous faut commencer par un mea culpa. Non pas que nous ayons à nous excuser de tout ce qui se passe en ce moment, ça serait beaucoup prendre sur nos frêles épaules, mais je vous disais, par excès d'optimisme, les jours précédents, que ce fameux projet de loi dont on parle tant actuellement sur une éventuelle pénalisation des dirigeants d'entreprises étrangères appliquant les sanctions occidentales, enfin les sanctions de manière générale. Ce fameux projet de loi dont je vous disais encore hier, avant-hier, que d'après nos informations, il ne pourrait arriver jusqu'à terme. Aujourd'hui, ce texte est paru, il commence à circuler et il sera bientôt en première lecture à la Douma. La date n'est pas encore fixée, mais on y reviendra un petit peu plus tard et on répondra à vos questions concernant ce sujet extrêmement inquiétant au fur et à mesure que vous nous les poserez. Mais je donne immédiatement la parole à Arnaud pour faire un tour rapide de l'actualité de ces 24 dernières heures. Merci Pavel, bonjour à tous. Un tour rapide de l'actualité économique et politique avec quelques mots sur les sanctions européennes qui ne sont toujours pas publiées, dont on croit comprendre qu'elles donnent lieu à des discussions assez agitées, s'agissant par exemple de l'embargo sur les importations de charbon. L'entrée en vigueur serait reportée de plusieurs mois à la mi-août, semble-t-il. La Hongrie maintient sa position contre de nouvelles sanctions énergétiques, alors que le Parlement européen vient pour sa part de s'exprimer en faveur d'un embargo total sur les importations de pétrole et de gaz. Je rappelle que les résolutions du Parlement européen sont purement consultatives. La question de l'embargo sur les importations pétrolières sera néanmoins discutée lundi par les ministres européens des Affaires étrangères. Quelques chiffres aujourd'hui. L'inflation, qui en rythme annuel atteint 16,6%, ce qui est évidemment beaucoup. Des prévisions de croissance qui en moyenne s'établissent à moins 8,4% pour 2022, et la consommation des ménages qui devrait reculer d'environ 14%. Toujours les chiffres avec le rouble qui, à l'inverse, se raffermit de façon extrêmement spectaculaire ces dernières heures. La monnaie russe, dans les conditions que j'ai déjà décrites à plusieurs reprises ici, c'est-à-dire un marché très particulier, avec également des obligations faites aux exportateurs russes de céder l'essentiel de leurs recettes en devises à la bourse de Moscou. Ces réserves posées, le rouble est revenu à des niveaux proches de ceux de début février. Donc environ 75 pour le dollar et un peu moins de 85 pour l'euro. C'est important en réalité d'un point de vue symbolique et politique. Je pense que ça fait partie de ce que le président Poutine peut montrer comme victoire, entre guillemets, à ses élites et à sa population pour battre en brèche la thèse selon laquelle l'économie russe s'effondrerait. C'est aussi important à titre personnel, je pense, pour la patronne de la Banque centrale de Russie, Madame Nabiullina, qui avait été fortement critiquée pour ne pas avoir anticipé le gel des réserves en euros et en dollars début mars. Enfin, quelques mots de l'intervention du Premier ministre Mishustin à la Douma, son compte-rendu d'activité annuelle. Il a confirmé l'indexation des pensions de retraite et des minima sociaux sur le niveau de l'inflation. Donc, il a également déclaré que, contrairement à ce qui était prévu cette année, le budget ne serait pas excédentaire, le budget fédéral, mais déficitaire. Et il a enfin estimé qu'il faudrait 6 mois environ à l'économie russe pour s'adapter à la nouvelle réalité et notamment aux sanctions internationales. Pavel a évoqué ce projet de loi à la Douma, il y en a d'autres. Il y en a un qui concerne en particulier l'instauration d'un nouveau droit en faveur du parquet général qui pourrait avoir la possibilité de suspendre les licences de médias en Russie. Ça se veut en principe une réaction à ce qui a été observé en Occident et notamment autour de la chaîne Russia Today. Et enfin, un autre projet, toujours à la Douma d'État, qui est plus avancé et qui a même été adopté, et qui prévoit des amendes
et même 15 jours de détention pour les personnes qui compareraient, qui établiraient une équivalence entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie dans le cadre des événements de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Ah, guerre optimiste. Peut-être as-tu des nouvelles plus euphoriques, cher Igor? J'ai des nouvelles, mais elles ne sont pas euphoriques, loin de là. Bonjour à tous. Alors sur le front diplomatique, quelques informations. Bon, visiblement, l'Ukraine a soumis un nouveau projet d'accord à la Russie hier. C'est ce qui est ressorti des déclarations de Monsieur Lavrov aujourd'hui dans son point presse, qui s'en est pris à ce texte qu'auraient soumis les Ukrainiens, puisqu'il a constaté qu'il y avait un certain nombre de revirements qui avaient été faits par rapport au premier document qui avait été soumis à la délégation russe par les Ukrainiens à Istanbul, souvenez-vous, fin mars, notamment sur deux aspects très précis. Donc, selon Lavrov, tout d'abord le statut du Donbass et de la Crimée, qui ferait désormais l'objet de discussions entre les présidents russes et ukrainiens dans la version revisitée donc de ce texte, d'une part, et d'autre part, les garanties de sécurité que Kiev cherche à obtenir en contrepartie de sa renonciation à rejoindre l'OTAN, s'étendraient désormais à la Crimée, ce qui est le corollaire donc du premier point. De leur côté, les autorités turques ont affirmé qu'elles ne s'attendaient à aucune percée substantielle dans les négociations russo-ukrainiennes au cours des prochains jours. Alors, je rappelle que la Turquie a abrité le sommet d'Istanbul fin mars et auparavant des rencontres entre messieurs Kouleba et Lavrov. Elle voit cela trois raisons principales. Tout d'abord, l'absence de consensus entre les Russes et les Ukrainiens sur l'ordre du jour, tout du moins sur les points fondamentaux des discussions, d'une part, et d'autre part, le manque de clarté sur les questions, la question de savoir qui présentera quoi comme garantie de sécurité à Kiev. Et troisième point, aucune des deux parties n'estime être à ce stade en position de devoir céder, car ni l'une ni l'autre, en réalité, ne se considèrent dans l'impasse quant aux développements qui interviennent sur le champ de bataille. Donc évidemment, ça grippe les discussions. Alors sur la question de savoir justement qui présentera quoi comme garantie de sécurité à Kiev, le président Zelensky hier a annoncé la tenue prochaine d'une conférence des États qui se seraient déjà déclarés prêts à apporter à l'Ukraine des garanties de sécurité. L'objectif de cette réunion étant de justement de définir ce que recouvre cette notion de garantie de sécurité. Donc, tout le monde en parle depuis des semaines, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle recouvre. On sait ce qu'elle ne recouvre pas en revanche, c'est-à-dire que ce ne sera pas une forme d'article 5 du traité de l'Atlantique qui serait, comment dirais-je, conclu entre les futurs garants de la sécurité de l'Ukraine qui s'engageraient donc à recourir à la force si jamais l'Ukraine subissait des préjudices ou si elle était l'objet d'une attaque. Ça a déjà été dit clairement par différents pays que ça ne recouvrirait pas cette extension-là. En s'exprimant à la télé turque, le président ukrainien a indiqué qu'un certain nombre de pays avaient déjà accepté de participer à cette conférence. Les États-Unis, alors ça c'est intéressant puisqu'il y a quelques jours, M. Zelensky disait n'avoir toujours rien reçu comme réponse de la part des Américains quant à la présentation de garanties de sécurité. Alors ça ne veut pas dire que les Américains vont donner des garanties de sécurité, mais ça veut dire qu'ils sont en tout cas prêts à participer à cette réunion. La Grande-Bretagne, la Turquie, ça c'est un peu moins surprenant parce que les Turcs avaient déjà annoncé qu'ils étaient prêts à jouer le jeu des garanties de sécurité. La Pologne, ça c'est pas surprenant pour d'autres raisons. L'Allemagne qui a aussi dit qu'elle était prête à jouer le jeu de garantie de sécurité. La France et Israël qui ont donc annoncé qu'ils étaient prêts à participer à cette conférence. Enfin, dernier élément, du côté de la Biélorussie, le président Loukachenko aujourd'hui a annoncé que son pays aurait réalisé une forme d'opération spéciale aussi en Ukraine, puisqu'il aurait exfiltré des conducteurs de poids lourds biélorusses qui auraient été bloqués non loin de la frontière entre les deux pays et qui auraient été pris à partie par des forces ukrainiennes. Séparé ne peut être signé sur le dos de la Biélorussie, dont la position doit être prise en compte. Alors ça, il faudra surveiller dans quelle mesure c'est pas une déclaration à l'emporte-pièce ou si c'est vraiment une posture qu'il souhaite désormais tenir dans ce dossier. Auquel cas, évidemment, il faudrait voir quel pourrait être l'impact de cette posture. Est-ce que la Biélorussie pourrait jouer le rôle de spoiler dans les négociations? Est-ce que c'est comment dirais-je, un mauvais souvenir du fait que la Biélorussie n'accueille plus les pourparlers de paix? On verra, mais
pour aujourd'hui, Pavel, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. La moisson est maigre, effectivement. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, encore une fois, s'en désoler. Donc, nous avons un auditeur bordelais qui nous pose non pas une question, mais nous fait part d'un cri du cœur que nous recevons, qu'à titre personnel, je partage en tant qu'il pourra. Question sur le redressement spectaculaire du rouble. Est-ce qu'il est tenable dans le temps? Alors aujourd'hui, dans le temps, c'est difficile de dire quoi que ce soit, difficile de faire des pronostics, comme le disait le philosophe, surtout lorsqu'ils engagent l'avenir. Mais qu'en penses-tu, Igor? Sur le rouble, on voit qu'il s'est redressé. C'est d'autant plus surprenant aujourd'hui qu'il y a un nouveau paquet de sanctions qui est en train d'être annoncé de la part des Européens, que les sanctions américaines et britanniques sont tombées hier. Et donc, en général, en temps, je dirais, normal, entre guillemets, les marchés réagissent, on sait de quelle façon. Hein. En général, la monnaie dévisse, les courbes connaissent des variations très très fortes. Là, on sait que la bourse de Moscou fonctionne quand même dans une situation très particulière. Donc, est-ce qu'on peut attendre un raffermissement possible? C'est possible, parce qu'il y a quand même deux facteurs qui pèsent lourdement. Il va y avoir une contraction de la vie générale des économistes russes et occidentaux, une contraction très spectaculaire des importations cette année. Et si les niveaux de rentrée liés au pétrole et au gaz se maintiennent, il y a une interrogation, mais en tout cas au rythme actuel, il va y avoir un excédent qui va jouer en faveur du rouble. Hein. Donc, on ne peut pas exclure, encore une fois, que ça dure en réalité et que ça se poursuive. Alors la question, c'est une fois que toutes ces restrictions sont levées, une fois que les entreprises ne sont plus tenues de rétrocéder leurs devises, que les particuliers, russes, c'est-à-dire après le 9 septembre, peuvent de nouveau changer librement, qu'est-ce qui se passe? Il est tout à fait possible que la Russie reconstitue une partie des réserves qui sont gelées d'ici le 9 septembre, date butoir, je rappelle, posée par la Banque centrale pour les transactions en devises en Russie. Encore une question sur cette question du cours du rouble. Si ce cours est effectivement guillemets, contrôlé par la Banque centrale, quels sont les objectifs recherchés par le gouvernement, Arnaud? Je pense qu'il y a encore une fois une portée symbolique importante. Évidemment, c'est l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où la situation économique, macroéconomique qui va se développer au cours des prochains mois, est loin de se résumer au cours du rouble. Simplement, c'est quelque chose que tout le monde regarde en Russie. Et donc, c'est quelque chose que le gouvernement, le Kremlin, peut mettre en avant comme signe que, entre guillemets, on a résisté aux pressions occidentales. Donc, c'est un symbole important, qui n'est pas forcément très avantageux en termes budgétaires, hein, puisque, en réalité, le gouvernement russe aurait plutôt intérêt à ce que le rouble soit faible, modérément faible, parce que, encore une fois, les dépenses sont libellées en roubles. Donc, je pense que la portée symbolique et politique l'emporte aujourd'hui. Ça permet aussi pour le Kremlin, vu du Kremlin, il est toujours agréable d'enregistrer des déclarations comme celle de M. Borrell, qui relève que la monnaie nationale russe a plutôt bien résisté aux sanctions. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'interventions de la Banque centrale en réalité. Je pense que simplement toutes les écluses ou presque sont fermées, il n'y a plus vraiment de possibilité d'acheter, sauf d'ailleurs pour les étrangers, les VKS qui peuvent éventuellement le faire, mais les exportateurs, les banques achètent plus, et les particuliers n'achètent plus vraiment de devises. Donc les écoutilles sont fermées et les rentrées de pétro-gazières demeurent. Donc ça joue mécaniquement. D'accord. Pour info, nous écrit un auditeur, j'ai changé aujourd'hui à la Rosebank online des roubles pour des euros à un taux de 86,5. Effectivement, on n'est pas très très loin du taux d'avant le conflit. Question, avons-nous des nouvelles concernant les cartes bancaires MIR ou UnionPay? Quelle banque à date délivre ces cartes et pour les autres quand? Alors, à titre personnel, j'en ai fait faire une à la Rosebank et ça m'a pris un peu moins d'une semaine pour l'obtenir. Je crois que la Raiffeisen également est réactive. Mais en tout cas, pour ce qui est de la Rosebank, puisque vous avez l'air, monsieur ou madame, d'être un client ou une cliente, vous pouvez parfaitement passer par eux pour obtenir une carte MIR, sachant que ça ne va pas tellement aider pour Apple Pay, puisque Apple Pay a également débranché des cartes MIR du système, comme les Visa et les Mastercard.
UnionPay. Ah oui, je parlais de MIR, effectivement, excusez-moi. Non, enfin, on nous a demandé pour MIR et pour UnionPay. Pour ce qui est d'UnionPay, je n'ai pas tellement de J'ai nouvelles. pas d'infos. Il y avait Sberbank qui travaillait sur un projet de carte où il y avait les deux systèmes qui coexistaient, MIR et UnionPay en même temps sur la même carte, du co-badging en quelque sorte. On n'a pas plus d'infos depuis l'annonce en mars de ce système qui était en train d'être élaboré. D'ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure les sanctions qui ont été prises contre Sberbank par les Américains peuvent éventuellement entraver ce projet mais pour l'instant on Ou n'a l'accélérer. ou l'accélérer. Mais il semblerait que 2 de nos auditeurs aient des réponses. Oui, effectivement, tout de suite. Vous êtes très réactif, merci. Pas encore UnionPay chez Raiffeisen, je crois. Et la Rosebank m'a dit qu'ils auraient la carte MIR UnionPay vers le 15 avril en version numérique. Donc la carte ayant les deux, effectivement, n'est pas encore disponible, mais simplement la carte MIR et la carte UnionPay séparément. Gazprom Bank émet des cartes UnionPay, nous dit-on, et Pochta Bank, MIR et UnionPay. Donc voilà, on peut arriver à faire son marché. Alors, encore une question, j'aimerais tellement y répondre, chère Françoise. Difficile de faire des pronostics, mais pourriez-vous donner votre point de vue d'expert sur la durée de la situation actuelle et sur la perspective d'un cessez-le-feu? D'un point de vue militaire, on ne peut rien vous dire là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres? Quelles sont vos idées sur la question? Sans rentrer dans le détail pour les raisons qu'on dit depuis toujours, parce qu'on ne commande pas la situation militaire, mais beaucoup va dépendre de l'issue du rapport de force dans le Donbass. Comme je disais tout à l'heure, les positions des deux parties sont très figées. Les deux estiment que le temps peut jouer en leur faveur et que le rapport de force sur le terrain est susceptible de faire basculer les choses. Et on voit que les gens se mettent en ordre de bataille dans le Donbass, et en fonction de ce qui va se passer là-bas, les positions pourraient bouger dans un sens ou dans l'autre. Mais on ne peut pas aller plus loin dans l'explication. Alors effectivement, on vient de nous envoyer un lien que nous mettrons dans notre FAQ à disposition sur les banques émettant des cartes UnionPay. Le fait que Sberbank et Alpha Bank soient sanctionnés par les États-Unis signifie-t-il que les clients russes ne peuvent plus payer en Europe en euros? Alors, en carte, ils peuvent payer aucunement, dans aucune devise, même en yuan s'ils le voulaient. De compte à compte, je ne sais pas. Non, en fait, ce que ça veut dire, c'est que toutes les transactions financières dans le système qui touchent de près ou de loin le système américain sont strictement interdites avec ces banques. Alors ça, c'est pour l'aspect finance et, je vais dire, volet international, mais pour les clients, les particuliers, de toute façon, ces cartes, qu'elles soient Visa, Mastercard, je veux dire, vous pouvez déjà pas les utiliser à l'étranger. Alors, Françoise nous parle de société, non pas de personnes physiques. Oui. Oui, même chose, les transactions sont totalement interdites. Oui, voilà, plus forte raison. Alors, on commence à avoir une bourse aux questions. Dans quelle banque avez-vous changé 86,5? Était-ce en liquide ou online? Donc, je répète, c'était à la Rosebank Online. Voilà. On va devoir mettre nos amis en contact les uns avec les autres. Acheter. Nous attendons vos questions. Pour l'instant, nous sommes secs, comme disait Cousteau dans ses vieilles années. Ouais. La question est vite répondue, quoi. Chers amis, à vous la parole. Attends des nouvelles de Shoigu. Oui, Shoigu, attends des nouvelles de Shoigu. Shoigu, aujourd'hui, est allé à la Douma d'État, si j'ai bien compris. Alors, il n'était pas le seul, hein, j'ai évoqué Mishustin. C'est la saison des comptes rendus annuels de la part des membres du gouvernement et d'autres hauts fonctionnaires. Madame Nabiulina ira le 21 avril. Donc, il a été vu, aperçu à la Douma d'État aujourd'hui. Donc, le ministre russe de la Défense n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on a pu entendre il y a quelques semaines. Mais il avait déjà fait sa réapparition il y a quelques jours. Pas encore parti pêcher à Teva avec son vieil ami. Avez-vous le texte du projet de loi concernant les dirigeants d'entreprise? Oui, il est là. Je ne suis pas sûr qu'on puisse... Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander s'il est possible de le faire circuler. D'un côté, on n'a pas très envie de vous inquiéter plus que vous ne l'êtes déjà.
Mais si on peut le faire, on le mettra en ligne en traduction française, sachant encore une fois que c'est un texte de loi, qu'il y a au moins 2 lectures à la Douma. Trois lectures. 3 même. 3. On va peut-être faire la chose suivante. Ceux d'entre vous qui le souhaitent, on peut vous envoyer le PDF sur demande sur la hotline. Donc écrivez-nous sur la hotline et pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, on vous enverra le texte. Alors ensuite, très bien, plein de questions, formidable. Donc des nouvelles de Shoigu, vous en a donné. Position de la Chine, évolution vis-à-vis de la Russie. Je n'ai pas vraiment vu de nouveaux éléments sur cette question-là par rapport à ce qu'on a déjà évoqué la semaine dernière. Donc, toujours grande prudence des Chinois, enfin, mais pas de... Voilà. D'accord. Des nouvelles aériennes, entre guillemets. Donc, j'imagine qu'il s'agit de tout ce qui concerne... La seule nouvelle, bon, mais ça concerne assez peu les Européens, c'est que Air India est en train de cesser de mettre en vente des billets. Les raisons ne sont pas spécifiées, mais on peut imaginer que ce sont les mêmes que pour d'autres compagnies. Problème d'assurance ou peut-être de pièces détachées, mais encore une fois, ça concerne assez peu les Européens qui font pas vraiment cette escale, je pense. Aujourd'hui, décidément, vous êtes très soucieux d'avoir des nouvelles de tous nos amis du Kremlin et autour de lui. Après Shoigu, vous nous demandez des nouvelles de Narishkin, après la fameuse réunion du Conseil de sécurité où il s'était fait tenser. On nous demande aussi des nouvelles d'Emmanuel. Je ne sais pas si c'est la même logique. Alors, Emmanuel est avec Narishkin et Shoigu à la pêche. En plus, sérieusement, c'est vrai, Narishkin, est-ce qu'on l'entend sur la scène? Non, honnêtement, depuis cet épisode, moi, j'ai rien revu, rien lu le concernant. Alors, aujourd'hui, encore une fois, très récemment, il a fait une déclaration. Il a déclaré que ce qui était en jeu, c'était ni plus ni moins que l'ordre mondial, quelque chose comme ça. Donc, une déclaration assez grandiloquente sur l'importance de ce qui se joue, y compris militairement, en Ukraine ces jours-ci. Merci Arnaud. Alors, que se passera-t-il dans le cas d'un dégel des avoirs russes? On l'attend comme la fin de l'hiver ici. Quel impact est-ce que cela pourrait avoir sur l'évolution du cours du rouble? Difficile à dire. On parle de quoi? On parle des avoirs de la Banque centrale? Bon, c'est vraiment très hypothétique, encore une fois. C'est hypothétique et possible en réalité. Mais on n'en est vraiment pas là. Ça fera partie éventuellement de la grande négociation russo-occidentale qui peut intervenir, qui, espérons-le, interviendra une fois que les choses entre Russes et Ukrainiens auront sensiblement avancé. Merci Arnaud. Quid du vide énergétique permanent contre temporaire? Où en sommes-nous? Bon, on n'a pas tellement avancé là-dessus. Non, on n'a rien de nouveau à vous dire là-dessus, hélas. On vous tient au courant dès que ce projet de loi-là avance. Avez-vous des nouvelles du projet de fermeture des frontières terrestres entre la Pologne, les pays baltes et la Biélorussie et la Russie? Donc c'est la fameuse question du blocus de Kaliningrad, en d'autres termes. Non, pas de développement depuis hier avant-hier. J'ai pas vu de choses bouger de ce côté-là non plus. C'est plus que Kaliningrad, le cas échéant. C'est-à-dire que ça concernerait aussi les flux entre l'Union européenne, la Russie et au-delà, le Kazakhstan, voire la Chine. Donc, si on part de la Pologne, si on met la Pologne là-dedans. Donc voilà, ces pays en parlent, mais il n'y a pas eu de réaction, à ma connaissance, d'autres États membres. Je ne crois pas que la France, l'Allemagne ou la Commission se soient exprimés sur le sujet. Est-ce que la Rosebank est considérée comme une banque russe ou française au regard de son actionnariat? Peut-elle se retrouver sous sanction? Difficile à dire. Je pense qu'elle est considérée comme russe, mais elle est. Je pense que son actionnariat français, encore une fois, je suis prudent, mais lui vaut à ce stade, en tout cas, une certaine immunité. Partage ton avis et j'espère qu'il n'en sera pas autrement. Donc, comment va Emmanuel? Va bien, va fort bien et vous le retrouverez demain à la place que je lui rendrai.
ma foi, il vous donnera lui-même de ces bonnes nouvelles. Israël est-il toujours actif dans la médiation? Question intéressante. Décidément, aujourd'hui, beaucoup de questions sur les vieux figurants. Mais en tout cas, depuis la conférence d'Istanbul, où on avait aperçu M. Abramovich, qui est aussi un ressortissant israélien, pour ce qui est de Bennett, donc le Premier ministre israélien, on n'a plus vraiment rien entendu, ni de coup de fil, ni d'échange. On dirait qu'ils sont passés un petit peu au deuxième plan, derrière les Turcs. Mais cela dit, les Israéliens ne prétendaient pas faire de médiation comme le font les Turcs. Ils étaient plutôt dans une mission de bons offices pour essayer de fluidifier les pourparlers, les négociations, les contacts entre les deux protagonistes. À ce titre-là, M. Abramovich a, semble-t-il, joué un certain rôle. En tout cas, ça a été présenté comme cela. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est une contribution d'Israël? Je n'irai pas jusque-là, mais bon, le fait est quand même, il est intervenu, il a joué un rôle, mais pour l'État en tant que tel d'Israël, non, moi, j'ai rien vu de nouveau pour l'instant. Abramovich, déclaration simplement assez dure. Ouais, aussi. Pardon Arnaud, nous t'avons coupé. Oui, quelques déclarations assez dures, un peu plus dures que je dirais que d'habitude après les événements de Boutcha. Il me semble que le ministre israélien des Affaires étrangères a tenu des propos assez proches de ceux de ses homologues européens. Mais je pars sous votre contrôle, cher Igor. Alors, encore une question sur le fameux projet de loi Scélérat, c'est comme ça que nous l'appellerons désormais. Quels sont les délais habituels pour passer les 3 lectures à la Douma? Donc, c'est très variable. On a connu des processus extrêmement rapides à la Speedy González et au contraire des choses beaucoup plus baltes dans le rapport à la temporalité. Tout dépend du degré de soutien de l'administration présidentielle en réalité. S'il s'agit d'une initiative un peu extravagante de quelques députés, ou si en réalité ils sont porteurs de la volonté du Kremlin. Et là, ça peut aller très vite, effectivement. On a au moins de notre côté, quand je dis de notre, c'est du côté des investisseurs étrangers, le patronat russe, le RSPP, présidé par M. Shokhin. Donc, c'est typiquement le type d'occasion où le RSPP aime montrer ses muscles et sa capacité de lobbying auprès des organes exécutifs contre les velléités législatives de parlementaires parfois farfelus. La Chine serait-elle réticente à l'importation de pétrole russe? Il y a une dépêche, je crois, de Reuters ou de Bloomberg qui a fait état d'une suspension par Sinopec, je crois, et d'autres compagnies chinoises d'achat pour le mois de mai. C'est une source. Donc, je serai prudent. Je serai prudent et je n'en tirerai pas de grandes conclusions. Ça peut être un signal, mais ce n'est pas certain du tout. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les Indiens se ruent sur le pétrole russe avec des ristournes extrêmement spectaculaires de l'ordre de 30 à 35 $ par baril. Alors évidemment, quand le baril est à 100, 110, les Russes peuvent se le permettre, mais c'est quelque chose d'assez spectaculaire, et ce qui vaut d'ailleurs des pressions, et Igor en a parlé ces derniers jours, sur les Indiens de la part des Américains notamment, qui s'émeuvent de ces pratiques commerciales. Je crois qu'ils ont acheté les Indiens ont acheté autant de pétrole à l'issue du premier trimestre 2022 que sur l'ensemble de l'année 2021 à la Russie. Donc ils ont vraiment fait le plein et continuent de faire le plein en contre vents et marées, malgré effectivement les pressions qu'ils subissent de la part de l'administration américaine, des Japonais, d'autres pays. Une précision intéressante de nos auditeurs, la Chine semble se crisper en raison du projet de visite à Taïwan de Nancy Pelosi. Oui, il y a eu des déclarations aujourd'hui même, des mises en garde. Alors, je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais effectivement, on a vu passer des déclarations de responsables chinois mettant en garde les Américains contre toute tentation d'accroissement de l'aide militaro-technique, etc., etc. Donc, oui, ça fait partie du paysage stratégique, très clairement. J'étais convaincu que Nancy Pelosi n'était plus de ce monde et que Trump avait eu sa peau, mais en fait... merci beaucoup pour votre message qui, l'un de nos auditeurs nous dit qu'il espère que nous continuerons à faire de manière au moins occasionnelle des réunions Zoom une fois que tout ceci, entre guillemets, sera terminé. Nous aimerions beaucoup continuer effectivement de vous parler, de ne commenter que des bonnes nouvelles tous les matins, c'est ce que nous espérons, croyez-nous. On pourrait faire une session hebdomadaire, bonnes nouvelles, effectivement. Mais il faudra faire preuve de beaucoup d'imagination en ce moment, en tout cas.
Comment évaluez-vous l'avenir de la compagnie Aeroflot, déjà bien secouée par le Covid? Alors, secouée, c'est un euphémisme. C'est turbulent. Tout dépend de la durée des sanctions en cours. On comprend bien que les restrictions sur les espaces aériens, ça fait partie des sanctions qui sont assez faciles à lever en réalité. Bon, encore une fois, tout est indexé sur la situation politico-militaire autour de l'Ukraine, mais bon, ça fait partie, à mon avis, des choses qui sont susceptibles de tomber le plus rapidement, ce qui veut dire potentiellement un retour à la normale dans les mois qui viennent, encore une fois, en espérant que on trouve un accord de paix en Ukraine. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une stratégie d'adaptation. Alors d'abord, la Russie a confisqué ou en tout cas est devenue propriétaire, entre guillemets, de plusieurs centaines d'avions qui étaient en leasing, mais elle ne peut pas vraiment les utiliser hors des frontières russes parce qu'ils sont susceptibles d'être saisis. Alors ce que fait la Russie, elle met en place des hubs, en tout cas elle est en train d'en constituer un à Sochi, pour, avec des superjets, aller au moins au Moyen-Orient. Donc on a vu aujourd'hui, par exemple, qu'une ligne entre Sochi et Tel Aviv allait être mise en place. Et je crois que pour le Caire aussi, il y a des projets. Mais évidemment, tous les longs courriers, ce n'est pas possible. Alors, une question sur la liaison Saint-Pétersbourg-Helsinki. Pas d'infos sur une éventuelle réouverture. Alors, d'après ce que je sais, les Finlandais, pardon, on peut dire les deux, je crois. Enfin bref, la Finlande a coupé cette liaison parce que les RGD, les chemins de fer de Russie, se sont retrouvés sous sanctions. Et Helsinki étant une capitale plus méthodique et disciplinée que Pointe-à-Pitre, je lui vois mal débloquer tout cela rapidement, en tout cas pas avant que les chemins de fer russes ne sortent de cette liste de sanctions. La date du 9 mai n'aurait-elle pas une certaine importance quant à la mise en place d'un cessez-le-feu? Nous aimerions tous le croire, mais il y a les symboles d'un côté, la réalité des opérations sur le terrain de l'autre. Ça fait partie de ces dates que les personnes les plus optimistes ici envisagent comme une date butoir, oui. Mais ayant dit cela, en tout cas, oui, il y en a deux. On en avait parlé, je crois. Il y a Pâques, pour les croyants, en tout cas, et pour les orthodoxes, et le 9 mai. En tout cas, est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer un 9 mai classique, normal, sans accord de paix? Est-ce que c'est politiquement envisageable en Russie? C'est une vraie question. Mais en tout cas, le défi est maintenu. J'ai vu passer une information aujourd'hui comme quoi c'était annoncé officiellement. Alors, je ne sais plus si c'est sur le site du Kremlin ou sur je ne sais quel site, qui indiquait que tout était prévu selon le programme. Donc, mais maintenant, on comprend bien que c'est un jalon important pour beaucoup de monde, le 9 mai. Certains aimeraient que tout soit terminé pour le 9 mai dans un sens comme dans l'autre, et d'autres personnes ont probablement moins intérêt à ce que les choses soient finies pour cette date-là. Donc, voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans l'explication, mais ça va se jouer, comme le disait Arnaud tout à l'heure, autour de la situation dans le Donbass. La notion même de patriotisme aujourd'hui est à prendre avec des gants, des pincettes et même un scaphandre. En fait, la question serait de l'existence réelle de négociations et de médiation où on attend tel des... Oui. Alors, encore une fois, c'est à la fois une assertion et une question. La question est la suivante. Économiquement, ne croyez-vous pas que ces sanctions sont quasiment définitives et qu'elles ont déconnecté l'économie russe de l'Europe et des États-Unis? Qu'est-ce qui peut être définitif au jour d'aujourd'hui et dans quelle mesure est-ce que cette déconnexion... On a l'impression en fait que les Américains donnent beaucoup de signaux comme quoi on pourrait rebrancher les tuyaux aussi rapidement qu'on les a débranchés. On parle à la fois des sanctions, des importations énergétiques et même de la simple capacité, comme ils l'ont fait avec Alisher Ousmanov, d'exclure des listes de sanctions des personnes qui avaient été mises à peine 48 heures auparavant. Oui, c'est vrai que c'était un signal intéressant alors que les sanctions se multipliaient fin février, début mars. On a vu l'administration américaine retirer certaines grandes figures de liste, sans qu'on sache trop pourquoi. Donc on peut interpréter comme un signal de
flexibilité, de certaines souplesses, d'adaptation. Comme on le disait hier, les Britanniques et les Américains ont fait savoir que certaines sanctions avaient vocation à être levées en cas de cessation des hostilités. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui a vocation à durer dans le temps, et donc c'est la question des objectifs de ces sanctions. Et on comprend bien que si certaines ont une vocation coercitive, c'est-à-dire précipiter la fin des hostilités en faisant pression sur l'économie, sur des personnes, etc. Il y en a d'autres qui ont une vocation à durer dans le temps, puisqu'elles ont plutôt une vocation par attrition à amenuiser, à éroder la puissance russe. D'ailleurs, ça a été dit pratiquement publiquement par certains responsables américains. Donc, elles ont en fait un autre agenda. Et donc la question se pose de savoir si elles vont rester ou pas. Après, pour les Américains, il y a une autre donnée qui, à mon avis, rentre en ligne de compte, c'est de faire en sorte, parce que certes, il y a une logique de représailles à l'égard de la Russie qui est à l'œuvre, on le voit bien, mais que ça ne pousse pas plus la Russie dans le bras des Chinois. Dans cette fameuse logique du triangle, hein, donc Pékin, Washington, Moscou, il faut certes avoir une logique punitive, mais en même temps que ça ne pousse pas trop plus, je dirais, les Russes dans le bras des Chinois. C'est un exercice d'équilibrisme, hein, parce que, bon, mais c'est à mon avis une certaine ligne rouge quand même pour les Américains. Il est possible que les Américains et les Britanniques aient plus de facilité pour les lever, en fait, ces sanctions. En tout cas, le moment venu, et s'ils souhaitent le faire, plus que nous, Européens. J'ai l'impression qu'il y a plus le processus de prise de décision est plus aisé, et plus direct, plus vertical quelque part aux États-Unis et au Royaume-Uni que parmi les 27. Donc il est à craindre en réalité que les sanctions européennes restent plus longtemps. D'autant que, me semble-t-il, les passions sont plus élevées qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Oui, c'est comme le pédalo, les sanctions, c'est plus facile tout seul qu'à 27. Il ne pourrait plus faire partie de SkyTeam. Pourrait ne plus faire partie de SkyTeam. Alors, hélas, je crois que c'est déjà fait. Je crois que c'est acté. Ah oui? Ah ça, je ne sais pas. Arnaud. Ils n'ont pas été suspendus? Je sais pas. C'est un moment que j'ai pu voler avec Aeroflot, vu la situation. Moi aussi, oui, ça fait. Le Air Serbie. Non, on va vérifier. J'avais cru entendre que c'était le cas, mais on va vérifier tout cela. Le financement du pétrole des Indiens concerne-t-il un contrat de long terme ou juste un opportunisme commercial à la vue de son besoin? 30% des importations, quel cas la revente de ce pétrole se ferait à perte. Donc le pétrole et les Indiens, Arnaud, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je n'ai pas de détails particuliers. Je pense que c'est plutôt de l'opportunisme. Il y a du pétrole en abondance que les Russes ont du mal par ailleurs à écouler. Hein. Et d'ailleurs, le patron de Lukoil s'en est ému aujourd'hui. On a appris que Lukoil devrait sans doute restreindre l'activité de ses raffineries parce que les réservoirs sont pleins. Donc, il y a du pétrole qui a du mal à être écoulé, que les Russes vendent avec des ristournes tout à fait spectaculaires, j'ai dit entre 30 et 35 dollars par baril, et les Indiens en profitent. Donc je pense que c'est de l'opportunisme, oui, très clairement. Et il me semble que les Indiens, pour l'instant, rechargent leur cuve, hein, c'est-à-dire qu'ils refont les pleins. Donc il y a encore, c'est pour ça qu'ils en achètent vraiment à l'appel, à très bon prix. Puis ça leur permet évidemment des économies. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas certain qu'ils le revendent derrière sur un quelconque marché à je ne sais qui. Je crois que c'est vraiment pour recharger leur cuve à la sortie de l'hiver. Une question, y a-t-il un risque pour un Français ayant un visa d'affaires encore valide pour la Russie et se rendant en Russie de ne pouvoir rentrer sur le territoire et d'être refoulé à l'arrivée dans un aéroport de Moscou? J'aurais tendance à vous dire oui, il y a toujours ce risque-là. Après, je ne crois pas que nous ayons entendu parler de cas de ce type-là dans la communauté. En tout cas, chaque fois qu'il arrive quelque chose à un Français, généralement, on est informé assez vite. Mais ce n'était pas venant de France. Sur des refoulements, non, on a entendu parler de cas de gens qui sont restés bloqués 2, 3, 4 heures, voire plus, au contrôle des passeports. Mais quand on remet dans l'avion, ça, ma connaissance, on n'a pas encore entendu parler de ça depuis le 24 février. Les Américains ont mis en place beaucoup moins de sanctions que l'Europe. Ou est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas.
Ça me paraissait très clair au début. On voyait vraiment les Européens empiler les sanctions, enchaîner les paquets de sanctions et les Américains être plus prudents. Les Européens semblaient avoir le lead sur les représailles. Et puis j'ai eu le sentiment, mais je peux me tromper, que ça s'est un petit peu rééquilibré. Cela dit, comme le précisait tout à l'heure Arnaud, on sent quand même toujours les Européens très très haut dans le discours, sur le ton, etc., dans cette politique de sanctions, peut-être plus que les Américains. Mais c'est peut-être un effet d'optique, je ne sais pas. Effectivement, la seule chose dont on a vu pas mal d'infographies là-dessus, sur le fait que la Russie, le pays, dans l'histoire de l'humanité, le pays de très très loin le plus sanctionné. Oui, par l'ampleur et dans la temporalité, enfin, c'est sans précédent. Hein, ça, peut-on, alors non, attendez, une question sur le rattachement, oui, sur le rouble encore. Le rattachement du rouble à l'or a-t-il vraiment un sens? A-t-il une influence sur la valeur du rouble? Nous l'avons vu avec l'engrais notamment. Non, je crois que c'est déconnecté, tout ça. Non, c'est déconnecté. De toute façon, il y avait déjà une décorrélation qui était à l'œuvre depuis 3 à 4 ans, peut-être même plus, entre le prix du baril et le taux de change du rouble, pour des raisons assez techniques. Ce qui faisait que même quand on avait un prix du baril qui était très, très, très haut, on n'avait pas forcément un rouble qui était pour autant, qui s'était bonifié. Donc, a fortiori maintenant qu'ils sont dans une logique de dédollarisation effrénée, il sera fatalement encore plus décorrélé du dollar. Pour ce qui est de l'or, non, ça ne rentre pas en ligne de compte, c'est différent. Alors, un vœu pieux, c'est de dire qu'on espérait un cessez-le-feu à Pâques. J'en doute. Écoutez, moi aussi, compte tenu de prise de position du patron. Pavel, ton micro ne marche pas. Je le repasserai, il n'y a plus de pile, ni dans le micro, ni dans Pavel. Oui, la question sur peut-on espérer un cessez-le-feu à Pâques, j'en doute moi aussi. Les prises de position du patriarche Kirill n'étaient clairement pas en faveur ni d'un cessez-le-feu, ni de la fin des hostilités. Donc, je pense que le 9 mai peut être une échéance symbolique, plus que Pâques, évidemment. Mais ça sera intéressant d'observer, en tout cas, il y a un certain nombre de prêtres orthodoxes qui ont fait des homélies appelant clairement à ne pas soutenir l'opération spéciale. Ils ont tous été sanctionnés durement et publiquement. Et l'Église a immédiatement mis de l'ordre dans ses rangs, comme les Siloviki l'ont fait dans les rangs des grandes villes russes. Si tu permets, il me semble, Arnaud, vous me corrigerez si je me trompe, mais que par le passé, dans le Donbass, quand il y avait les affrontements au niveau du Donbass avant le 24 février, il était arrivé qu'il y ait des cessez-le-feu temporaires au moment de Pâques, localisés, donc une fois de plus, à la région du Donbass, avec des échanges de prisonniers de part et d'autre. Mais je rejoins ce qui a été dit sur le fait que je pense que dans le cas présent, on ne verra pas ça arriver. En tout cas, je serais très surpris. Où en est la relation Kadyrov-Peskov? Question intéressante. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une relation personnelle entre ces deux personnalités très en vue, très influentes l'une et l'autre, chacune de son côté. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une sorte de duel pas tout à fait de gentleman, mais avec deux, disons, strates extrêmement différentes aujourd'hui du pouvoir russe. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est sur la désinhibition toujours plus grande que l'on constate chez quelqu'un comme Kadyrov, qui a toujours été, pour un certain nombre de raisons, notamment culturelles, sensibles. Aujourd'hui, on peut peut-être faire un lien entre cette prise de parole toujours plus virulente, toujours plus audible, et le rôle d'un certain nombre de troupes tchétchènes sur le terrain. Kadyrov a été fait par décret, par nomination présidentielle général-lieutenant, si je ne me trompe. Et aujourd'hui, nous avons un retour effectivement en force de ce facteur tchétchène dans la géopolitique russe. Et cette altercation avec Peskov, en tout cas, aujourd'hui, n'a pas continué, ne s'est pas envenimée. D'après vous, les procédures de visa électronique pour Saint-Pétersbourg sont-elles toujours en ligne, donc avec un site? À ma connaissance, oui. Non? De quelle procédure est-il question?
Écoutez, on va vérifier. Ah oui, le visa électronique, c'est les fameux visas dont on parlait avant-hier. Comme on disait, hein, D'accord. depuis le Covid, déjà, ça avait été suspendu. Non, ça avait été suspendu depuis le Covid. Aujourd'hui, c'est encore moins d'actualité que pendant le Covid. Excusez-moi, j'avais mal lu. Des commentaires également sur la question des Français éventuellement refoulables ou refoulés à la frontière. 5 heures d'attente il y a 2 jours, donc les délais, oui, ça c'est vrai, sont importants, mais pas de cas, encore une fois, annoncés. Non. Du coup, notre auditeur nous dit merci, du coup, c'est sûr, mon collègue va venir, il est rassuré, il est le bienvenu. Voilà, il nous reste encore quelques minutes, une question peut-être. Sinon, je crois qu'on a fait le tour. Encore une fois, l'actualité de ces derniers jours n'est pas foisonnante. Et alors, aucune attente à l'arrivée à Vnukovo ce matin depuis Istanbul. Voilà une bonne nouvelle de Marc que je salue au passage. Tenez bon. Merci d'être avec nous. Nous nous retrouvons demain avec Emmanuel qui nous reviendra frais et dispo, mais guillerait, je l'espère, qui nous donnera non seulement de ses nouvelles, mais de celles de plusieurs de nos autres amis. Merci Arnaud, merci Igor, merci à vous tous. Nous nous retrouvons demain 17h30, heure de Moscou, 16h30, heure de Paris. N'oubliez pas la hotline, notamment pour ceux d'entre vous qui souhaitent avoir une copie du texte du projet de loi Scélérat sur la pénalisation des dirigeants d'entreprises étrangères en Russie, le fil Telegram. Et puis, encore une fois, pour ceux d'entre vous qui êtes encore et toujours à Moscou, jeudi 14 avril, nous nous retrouvons entre membres de la Chambre pour échanger en cette période particulièrement heurtée. Merci encore à vous, bonne fin de journée et à demain. Au revoir, à demain. Au revoir.